Swag. Eh ben, parfait, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée avec le numéro 1 mondial qui est français, Axel Sola. Merci beaucoup d'être avec nous. La France te regarde. Ah, donc là, tu te prépares pour les mondiaux de MMA amateur. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe et surtout pourquoi toi, tu as eu cette volonté de passer par le circuit amateur? Parce que je crois bien que ça fait pas, enfin, tu débarques pas finalement. Donc, le circuit amateur, il est vraiment intéressant parce qu'il permet de vraiment accumuler beaucoup plus d'expérience qu'en professionnel. C'est-à-dire que là, en 2 ans, j'ai fait 22 combats déjà. Et enfin, ça va faire 2 ans après ce championnat du monde. Donc, si tout se passe bien, ça me fera 27 combats. 27 combats en 2 ans. Pour faire 27 combats en professionnel, il faut beaucoup plus que 2 ans. À moins de mettre. Enfin, c'est vraiment compliqué de faire ça en professionnel. Donc, tout l'intérêt était d'accumuler un maximum d'expérience dans une fédération qui propose quand même des adversaires de haute qualité. On a beaucoup de Russes, on a des Suédois qui sont très complets. Et sinon, on a des talents qui viennent un peu de partout dans le monde, chacun avec des styles différents. En fait, dans une semaine, je vais affronter autant un lutteur qu'un boxeur, qu'une personne qui est complète, qu'un gars qui bloque contre la cage. Donc ça permet vraiment de vivre un peu toutes les situations que tu peux rentrer en combat et plus tard en professionnel. Alors c'est fait dans un format qui permet d'enchaîner les combats. C'est-à-dire que le format est un peu différent. On a des plus gros gants, d'accord ? Il n'y a pas de coude à la tête, il n'y a pas de genoux à la tête, on a des genoux au corps, il n'y a pas de clé talon. Voilà. Il n'y a pas de penalty. En fait, ça permet de préserver, entre guillemets, l'intégrité du combattant tout au long de la semaine, parce que ça ne serait pas possible ou très difficile de le faire sous le format pro. Donc ça, c'est pour le règlement. Donc les rounds, c'est un peu plus court. C'est 3 minutes comme en boxe thaï. Et donc voilà. Donc du coup, par contre, il faut mettre très vite du volume et très vite marquer les points. Parce que 3 minutes, ça passe. Et d'ailleurs, en fait, ce format-là... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps, justement, de... Enfin, faut y aller directement, quoi. Oui et non, ça dépend. Et le problème, en fait, c'est que ce format-là favorise vraiment les lutteurs. Donc c'est parfait parce qu'en fait, ça t'apprend à faire face à ce genre d'opposition avec un format qui les avantage. Et quand tu passes en pro, en fait, c'est très difficile après pour eux de t'avoir, je suppose. Donc ça se fait sur une semaine en général, surtout pour les championnats du monde, ça dépend. Des Open, ils sont plus ou moins gros. On est 32 par KT maximum. On peut être 2 représentants d'un même pays par KT maximum. Donc ça fait 5 combats la semaine. Donc un combat par jour avec la pesée le matin. Tous les combattants sont dans le même hôtel, donc on mange tous ensemble. On se croise à longueur de journée. Puis des fois, les combats sont soit dans l'hôtel, soit dans une arène à proximité. Et donc là, toi, tu avais fait les mondiaux en 2017. Pourquoi est-ce que tu n'es pas passé directement professionnel? Alors, dans un premier temps, je ne suis pas passé professionnel parce que j'avais besoin encore d'expérience, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup à apprendre dans cette fédération de l'IMAF. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, en fait, je fais des études. Donc là, je l'ai fini cette année, d'ailleurs. Donc, je suis à la fac de sport. Donc là, je suis en 2e année de master. Donc EOPS, entraînement et optimisation de la performance sportive, c'est soit pour travailler en laboratoire, soit dans le haut niveau. Donc j'attends de finir ça, et puis après, je pourrais vraiment me consacrer à plein temps au MMA, et cela pendant plusieurs années. Ok, donc là, pour toi, vraiment, l'objectif, c'est d'en faire ton métier. Et par ailleurs, en fait, de ce que j'en ai compris, dans les MMA, il y a plus ou moins 3 tiers de niveau de compétition, d'accord ? Donc en gros, l'IMAF, donc la fédération amateur dans laquelle je suis, c'est le plus haut niveau du premier tiers de compétition. Et cette fédération, elle est trop regardée par les promoteurs du 2e tiers. Ils signent énormément de combattants de l'IMAF, pas forcément médaillés, hein, même des pas médaillés. Et donc en fait, ça me permet aussi, je pense, dans un certain sens, de gagner du temps, peut-être, par rapport au monde pro, parce que là, je vais directement rentrer dans une fédération qui sera intéressante d'un point de vue médiatique et économique. Donc voilà. Et donc là, tu as 22 ans, comme tu as dit, tu as 22 combats pro, c'est ça? Et Amateur. pardon, oula. 22 combats amateurs, pardon. Et c'est vrai que ça fait une expérience considérable. Et aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu dirais que c'est le circuit pour lequel tu as opté? Est-ce que ça va devenir, selon toi, la norme? Et surtout, pourquoi ça devrait devenir la norme? Parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre d'athlètes qui ne pourraient pas avoir la latitude financière pour pouvoir se dire, je vais engranger de l'expérience pendant tant d'années. Bah,
En fait, je pense que le MMA va être de plus en plus organisé. Il va être de plus en plus sous le format de la boxe anglaise. Je le pense, c'est mon avis personnel. Donc, avec une organisation de championnats nationaux, avec des regroupements, avec des équipes de France vraiment plus élaborées qu'à l'heure Mhm. actuelle. Euh, et je pense que ça va commencer à ressembler à ce format parce que, par exemple, il peut y avoir l'entrée du MMA aux Jeux Olympiques. Il peut y Mhm. avoir ce genre d'événement dans les MMA mondiales qui va amener les combattants à d'abord passer par une expérience amateur avant de passer professionnel. Par ailleurs, en France, on n'a pas trop la culture de l'amateur. Mais Mhm. dans des pays comme la Suède ou comme en Russie, ils font énormément de combats amateurs avant de passer professionnel. Et en fait, il y a une tendance générale qui est à s'organiser comme ça dans le développement des athlètes. Surtout que les athlètes sont de plus en plus jeunes quand ils commencent le MMA. Donc ils ont de plus en plus le temps en fait, de se construire en tant que combattant. Et en fait, passer directement pro, je pense qu'à terme, ce sera une mauvaise chose parce que le ratio d'expérience sera trop. Mhm. La différence d'expérience sera trop Ouais, élevée complètement. entre. Et toi, Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je pense pas que vas-y. ce soit une nécessité par contre. D'accord. Mhm. Au jour d'aujourd'hui, je pense vraiment qu'on peut tout de même passer directement par le circuit pro et réussir dans le MMA, c'est sûr. Et toi, justement, avec ce statut de numéro 1 mondial, avec les résultats que tu as eu précédemment, champion d'Europe également, est-ce que tu as déjà eu cette tentation de te dire, bah maintenant, ça y est, il faut que je passe pro, que j'aille dans des organisations? Et surtout, est-ce qu'on t'a déjà contacté pour que tu sautes le pas? Alors, à la fin de chacun de mes championnats du monde, avant chacun de mes championnats du monde, j'avais pour objectif de passer pro après l'avoir gagné. Et deux fois, je perds en finale. Et en fait, ces défaites m'ont montré les trous qu'il y avait dans mon jeu et à quel point en fait je pouvais avoir de l'opposition en face qui me montre, enfin qui me met en difficulté, Mhm. notamment dans les aspects de mon jeu où j'avais des problèmes. Donc du coup, à chaque fois, j'ai décidé de reporter de un an parce que je suis jeune, parce que j'ai le temps, parce que j'ai les études. Mhm. Quant au passage pro, je n'ai rien à dire pour l'instant. Oh! Attention, mais j'imagine quand même que là, tu te dis avec la légalisation du MMA en France en 2020, ça va devenir, je pense, de plus en plus compliqué pour toi, avec ou sans, tu vois, les résultats. Enfin, je te souhaite évidemment d'être champion du monde là, mais c'est vrai que j'imagine que tu vas te dire, bah, va falloir directement passer le pas parce qu'il y aura des organisations qui vont venir en France aussi. Oui, et puis surtout que je vais terminer mes études et que Mhm. va falloir que je gagne ma vie et je compte le Ouais. faire par le MMA entre autres déjà dans un premier temps, Mhm. le plus longtemps possible parce que vivre de sa passion c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc je vais essayer de le faire. Et après oui, par rapport à la légalisation du MMA en France, donc on va avoir plusieurs organisations majeures qui vont commencer à faire des shows en France et pour ça ils vont avoir besoin de combattants français, bien sûr. Donc ouais, c'est sûr que va commencer à avoir un recrutement massif, je pense, des talents français Mhm. dans les Et, organisations majeures. et toi, donc avec ce statut de numéro 1 mondial, comment est-ce que ça se passe exactement au niveau des rankings? Et puis deux, est-ce que on va dire, entre guillemets, tu as déjà cette rigueur d'un athlète professionnel avec des camps d'entraînement que tu vas faire à l'étranger ou aujourd'hui tu restes vraiment un pur produit franco-français? Donc pour les rankings, déjà pour commencer. Donc en IMAF, une victoire, ça rapporte 30 ou 60 points. Donc c'est insignifiant. Et en fait, c'est les places que tu vas faire aux Open continentaux Mhm. ou aux championnats du monde qui vont rapporter des points. Beaucoup de points. Donc par exemple, une première place championnat du monde, ça rapporte 1000 points. Une deuxième place, 600 points. Une première place championnat d'Europe, ça rapporte 700 points. Je dis des chiffres un peu aléatoires parce que j'ai pas les Mhm. chiffres en tête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque compétition que j'ai fait un podium quand je gagnais pas. Et à chaque fois, j'ai accumulé les points. Et du coup, là, sur 2 ans d'activité, de tous les gars qui sont dans le circuit depuis 2 3 ans, bah, c'est moi qui en ai accumulé le plus de toutes les catégories. Mhm. Donc, c'est ce qui fait que je suis en haut du ranking pound for pound. Attention, et pour toi, ça, est-ce que c'est déjà un accomplissement? Est-ce qu'il y a une certaine forme, quelque part, de reconnaissance aussi, aujourd'hui internationale autour de toi, de par ce Euh, classement? Bien sûr, en tout cas dans la communauté IMAF, de sûr, euh, que j'ai une reconnaissance de la part des plus bas de toutes les organisations nationales. Après, pour moi, c'est pas du tout un acquis. Le MMA, c'est un sport où il faut constamment défendre sa place, si on en a une, et constamment prouver que on est le combattant.
entre guillemets. Donc là, j'arrive à ce championnat du monde, que je sois numéro 1 pound for pound ou complètement nouveau dans le circuit, c'est exactement la même chose. Il va falloir, il va falloir, il va falloir gagner, tout simplement. Il va falloir gagner couteau entre les dents. Et ma question, c'est tu vas défendre les couleurs de la France. Est-ce que pour un sport, donc le MMA, chaque fois les athlètes le disent, certes, tu vois, tu as différentes teams, hein, MMA Factory, je sais pas, SBG ou American Top Team. Il y a Uh-huh. des grosses teams, il y a cet esprit d'équipe, mais ça reste un sport individuel. Et est-ce que quand on participe aux mondiaux en portant les couleurs de la France avec l'équipe de France quelque part, est-ce que tu as quand même une forme d'esprit d'équipe qui règne au sein du groupe France? Bah, bien sûr, on est tous des Français, donc on se soutient les uns les autres pendant les matchs. Si on peut aider le partenaire à l'échauffement, on va l'aider. Si on peut l'aider en dehors pour quelques raisons, on va l'aider. Mais la forme de travail d'équipe en MMA, elle est surtout à l'entraînement. Quand tu arrives le jour du combat, tu es seul. Dans la cage, tu es seul. Et là, ça devient un sport individuel. Donc l'aspect sport d'équipe, pour moi, il est quand même vraiment plus marqué dans l'entraînement. D'ailleurs, tu m'as demandé là, si j'étais un pur produit français ou si je faisais des training camps. Donc j'ai un peu voyagé. Je suis allé en Suède, par exemple, ou je suis allé au Tristar Gym. J'étais invité à Akmat, à Grozny. Donc, Ok. T'y es allé? je devais y aller, mais j'ai pas pu. Ok. Malheureusement, j'ai dû remplacer un de mes coachs pour le travail. Ah, Donc, c'est reporté à janvier, si j'y arrive par rapport à la fac. Mais bon, d'accord. c'est sûr que je vais y aller. Daghestan, je suis invité aussi. J'aime D'accord. bien les Russes. Et sinon, non. Sinon, de A à Z, je suis un pur produit de Nice. C'est-à-dire que j'ai commencé le MMA directement dans mon club, mais je suis allé aussi en club de lutte. Je suis aussi allé en club de boxe thaï. Je fais la compétition lutte en boxe thaï. Donc, je suis vraiment un produit de la région. Et tu te vois rester là-bas aussi pour la suite, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Quand on voit à chaque fois les top fighters, on est obligé assez souvent de partir dans des top gyms pour trouver les super partners. Oula, j'ai un petit peu de mal à parler. Donc, est-ce que Hein. toi, tu te vois rester là-bas? Moi, je me vois beaucoup voyager, déjà dans un Mhm. premier temps, parce que j'ai envie de voyager, MMA ou pas MMA. Donc, l'avantage, c'est que mon sport peut me permettre de faire ça. Là, dans un premier temps, une fois que j'ai terminé mes études, j'ai plusieurs destinations que j'ai envie de faire. Donc, j'ai envie de me créer un réseau de contacts. Donc, j'ai déjà travaillé dessus là ces 2 dernières années. Je pense que je vais commencer par New York. On verra, hein, c'est rien d'établi encore, mais je pense partir là-bas. Et en fait, je me vois faire 6 mois dans un camp comme ça, 6 mois à Nice, 6 mois dans un camp comme ça, 3 mois à Nice, 3 mois dans un autre. Et vraiment chercher l'endroit où je me sens le mieux, parce que je suis encore jeune, donc il faut que je prenne mon temps pour ce genre de choses. Et voilà. Donc, par contre, le piège avec les gros camps d'entraînement, par exemple, c'est que tu arrives dans un gros camp. Donc, tu peux être aussi doué que tu veux, tu peux être le meilleur amateur du monde. Dans le camp, il y a 15 UFC fighters, il y a 2 champions, il y a des champions d'autres organisations majeures. Et le risque, un peu, c'est de servir de chair à canon pour leur top fighter, entre guillemets. Donc, Mais dans quel sens, quand tu dis chair à canon, c'est parce que tu as quand même cette étiquette numéro un amateur? Enfin, est-ce que les gens le savent ou est-ce que au contraire, quand tu arrives, tu es un peut-être, parmi tant d'autres? peut-être que numéro un amateur, mais n'empêche que des numéros 1 dans les gros camps d'entraînement, ils en ont beaucoup. Mhm. D'accord? Et il n'y a que 3 coachs au bout d'un moment et ils sont obligés de faire des choix. Donc, je pense que c'est quand même plus intéressant, sauf si vraiment tu as une affinité avec les coachs des gros camps, d'aller dans des camps intermédiaires où les gars ils sont vraiment concentrés sur toi. Mhm. Mais Ah, parce que après, ça t'est déjà arrivé, ça, de servir un peu de chair à canon dans un camp où tu étais allé à l'étranger ou... je suis pas resté assez longtemps pour que ce soit le cas. D'accord. Euh, non, non, même pas en vrai, hein. Non, c'est plus de ce que j'ai entendu. C'est plus de ce que j'ai D'accord. entendu. Quand je suis allé en Suède, c'était pas comme ça parce que voilà, c'était d'autres circonstances. Mais de ce que j'en ai entendu, parce que j'ai connu pas mal de combattants qui ont voyagé, qui ont fait des camps d'entraînement, etc. Et c'est quand même quelque chose qui revient. Mhm. Mais après, il y en a, ils s'y retrouvent en fait. Tu vois. En fait, l'essentiel, je pense, c'est de trouver un endroit où on se sent bien pour évoluer en tant que combattant. Mhm. Donc voilà. Ouais, complètement, oui, non, c'est clair que ça, c'est effectivement le plus important. Et par rapport à ça, donc tu disais, il y avait cette tentation new-yorkaise. Est-ce que tu vois, dans le cadre justement des mondiaux amateurs ou des autres compétitions que tu fais, est-ce que tu vois les espèces, entre guillemets, de places du futur qui sont quand même en train de se faire? Par exemple, on sait que l'UFC est très tenté par l'Afrique. Est-ce que ça, avec le MMA amateur, tu arrives à voir un petit peu les nouvelles tendances qui sont en train de se créer? Bah, tout ce que je vois, c'est que le sport il est en train de grossir encore et encore, malgré son évolution exponentielle depuis les années 2000. Mhm.
Et ça devient gros partout, en fait. Ça devient le sport partout. En Afrique, on commence à avoir des combattants très talentueux qui arrivent dans le circuit IMAF. En Asie, pareil, des pays qui étaient, on va dire, inconnus au bataillon MMA Mhm. commencent à apparaître. Ouais. Et donc, c'est plus cette dynamique-là que je peux témoigner par mon expérience du amateur, du MMA Ouais. amateur. Et comme tu disais aussi, tu parlais justement de en Russie, ils te veulent pas mal. Et est-ce que là aussi, tu peux voir un différentiel entre guillemets du traitement de faveur parce que tu vois, t'es numéro 1 mondial. En France, on va dire ta notoriété reste assez confidentielle pour l'instant, mais Mhm. pourtant, dans ces pays de l'Est, là, les gens te veulent. Est-ce que quand tu es amateur dans ces pays-là, c'est déjà quand même quelque chose en soi et tu as cette reconnaissance? C'est reconnu, mais après, la reconnaissance, tu l'as pas parce que tu es numéro un, tu l'as parce que tu bats des combattants à eux, Mhm. tout simplement. Oui, mais Donc, après, ouais, vas-y. après, ils me veulent, ils me veulent, ils me veulent. C'est juste que c'est pas vraiment les fédérations qui viennent me voir parce qu'ils me veulent. C'est Mhm. que des combattants, des gens avec qui je me suis fait d'amitié, voient mon niveau et pensent que ce serait un échange bénéfique pour les deux parties que j'aille m'entraîner là-bas, Et tout je simplement. voulais, et je voulais revenir rapidement sur le côté équipe de France. Comment est-ce que ça se passe exactement? Parce que tu vois, on voit aussi bien au basket, avec le handball, avec un peu tout le monde, il y a l'espèce de staff France qui va prendre soin des combattants. Toi, Ah, quand tu es sur place, est-ce que tu es tout seul et c'est tes coachs à Nice qui vont te dire, bah écoute, tu vas faire ça, ça, ça? Ou au contraire, est-ce que le staff France est au petit soin pour toi parce que tu vas nous ramener le titre finalement? il n'y a pas de traitement de faveur Mhm. entre les combattants. Il n'y a pas lieu d'en avoir. C'est mon troisième championnat du monde en 2 ans que je vais faire. Et c'était toujours plus ou moins la même chose. C'est un format très particulier pour les coachs parce qu'ils sont que deux, parfois un. Donc là, ils sont deux cette année. Ils doivent gérer une quinzaine de combattants, notamment les premiers jours. Donc, ce qui se passe, c'est que la veille, il y a le bracket. Donc, on sait, il y a le tirage, on sait Ouais. contre qui va tomber contre qui. Enfin, qui va tomber contre qui. Et donc, ils essaient de faire un maximum de travail d'analyse des combattants, de chaque combattant. Ils essaient d'établir un game plan qui est assez faible. Ouais, Et c'est parti exactement. après, hein. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu commences ton combat et tu découvres ce que tu as en face. Ça, je trouve ça Ouais, tout vraiment à très fait. Ah oui, intéressant. donc ça t'arrive assez souvent finalement de pas Et des fois, tu tombes spécialement sur des connaître ton Russes, il y a adversaire. zéro vidéo. Tu tombes sur des Russes, des fois, il y a zéro Voilà. vidéo d'eux. Tu sais pas ce que tu as en face. Tu sais pas comment ils bougent, tu sais pas si c'est des gauchers, droitiers. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment D'accord. intéressant. Ok, et c'est vrai que ça, c'est le genre de choses, comme tu le disais, pour, quand tu vas arriver dans le monde, entre guillemets, dans le MMA professionnel, tu auras vraiment ce côté où tu es obligé d'être agile et de t'adapter en fonction de l'adversaire, parce que c'est ce que tu fais quasiment au quotidien. C'est pas les mêmes préparations en professionnel et en amateur, mais je pense que l'expérience amateur, c'est sûr que dans la capacité à s'adapter, à réadapter sa tactique en fonction de ce que propose l'adversaire, Mhm. c'est intéressant pour ça, par rapport à ça. Et donc là, avant que je te laisse, j'avais une question. C'était donc, tu es à 22 combats professionnels. Quel est Uh-huh. le rythme exactement quand tu es en amateur? Est-ce que toi, c'est quelque chose volontairement où tu dis j'évite de faire un peu trop de tournois ou au contraire, tu aimerais en faire plus parce que c'est vrai que les règles amateurs sont, bah, on va dire, plus favorables à la santé des combattants? Bah, cette année, j'ai fait tous les tournois IMAF. Mhm. J'ai fait le championnat d'Europe, j'ai fait le championnat d'Afrique, championnat d'Asie, championnat d'Océanie, championnat panaméricain. Afrique, Asie, Panamérique. C'est que ça fait... Et là, j'ai fait le championnat du monde, donc ça va me faire 6 championnats que je vais faire. Je me suis blessé 3 fois, voilà. Donc, Ouais. oui, j'ai envie de les faire. Nous, les combattants, on a tout le temps envie Ouais. de faire, de combattre, de faire plus, mais il faut vraiment faire attention à pas trop en faire. Et Il ça, vaut tu mieux. as pris conscience de ça quand? Parce que comme en étant amateur, j'imagine que tu touches pas de salaire en faisant les compétitions. Donc, il faut aussi faire la balance en te disant, bah ok, c'est bien d'avoir les titres, mais il faut que je prenne aussi soin de mon corps. Exactement. Après, c'est ce que j'étudie en fait. La charge d'entraînement, ça fait partie de ce qu'on nous apprend à maîtriser à la fac. Donc, je pense que par rapport à ça, d'ailleurs, mes études, c'est vraiment un plus dans ma manière d'aborder mon entraînement et ma préparation physique, mais mon entraînement de manière générale. Mais bon, malgré tout, les blessures, ça prévient jamais. Donc, Mhm. trop en faire, ça peut toujours mener qu'à ça, au bout Ouais. d'un certain point. Il faut trouver la bonne balance. Donc c'est un peu ça aussi que ça m'a servi à cette expérience amateur. Ça a servi de mettre en place mes connaissances théoriques en pratique. Parce Mhm. que j'ai fait pas mal d'erreurs en fait dans mes différentes préparations.
Et là, j'arrive à un point où j'ai fait un training camp presque parfait. Je le vois, hein, j'ai mes tests que je fais avant, après, juste avant les compétitions, en début de training camp, en fin de training camp. Et là, celui-là, je l'ai vraiment bien géré. Très, très bien géré. Donc là-dessus aussi, il y a une progression. Eh bah ouais, il y a une progression. Et puis, monsieur va viser le titre dans une semaine. Eh oui, hein. Et la grosse breaking news, c'est qu'on sera avec lui aux premières loges, qu'on va pouvoir vous faire découvrir les dessous finalement des mondiaux. Si vous avez des commentaires ou des choses que vous aimeriez voir sur Axel, attention, on va rester quand même raisonnable, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On fera du mieux possible pour justement vous faire découvrir tout ça de l'intérieur. Et puis, bah, ma foi, voilà, merci encore pour la disponibilité. Et puis, Avec plaisir. bah, de toute façon, je t'encouragerai en direct. Voilà. Merci. Bonne soirée. Soit.